Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission, votre rendez-vous hebdomadaire, littérature. On discute sur ce plateau de littérature avec un auteur et son ouvrage. Et aujourd'hui, nous sommes à Conakry à l'occasion des 72 heures du livre. On va recevoir Henri Djombo, qui est déjà passé par ici sur notre plateau une fois déjà. Ça fait un bon bout de temps maintenant, 5 à 6 ans en arrière. Aujourd'hui, on va discuter autour de son ouvrage « Ce que dira de nous demain ». C'est un document entretien réalisé par Stephen Aplogan, son biographe, qui est un jeu de questions-réponses, un peu sur, je dois dire, le bilan qu'il fait de sa vie, sur tous les compartiments, que ce soit sa vie notamment politique ou militante, que ce soit sa vie littéraire ou sa naissance et son parcours, doit-on dire. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, mettez le ministre à côté. D'accord. Voilà. Monsieur Djombo, bonjour. Voilà. Ça vous va mieux? Ça va être fluide. Un ministre un jour, ministre tout le temps et toute la vie. C'est vrai. Voilà. Alors merci beaucoup de nous faire l'honneur de revenir, parce que vous êtes déjà passé par ici une fois, revenir sur notre plateau pour évoquer un peu le contenu de votre ouvrage, ce que dira de nous demain. J'ai l'impression que c'est un petit bilan qu'on fait de sa vie. Monsieur Djombo veut arrêter d'écrire. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'on fait un petit bilan, une sorte de dire, ben voilà, j'ai fini ma mission. Non, ce ne sont pas des mémoires que j'ai écrits. Peut-être que j'en écrirai, mais c'est, comme vous l'avez dit, un petit bilan. Un bilan non exhaustif de notre vie depuis notre jeune âge jusqu'à ce jour. Mais aussi, c'est pour que l'on puisse lever le voile sur un certain nombre de clichés des clichés déformants de l'image de l'homme politique que je suis. Et puis, pour permettre aussi à ceux qui m'aiment, à ceux qui ont entendu parler de moi, de mieux me connaître. Ça fait le 22e, hein? Oui. Vous êtes un béni des muses. Ça va très vite? Ça va. Bon, tant qu'il y a l'inspiration, il faut y aller. Oui. Alors, et vous parlez donc de votre enfance, je dois dire, orphelin de père très tôt, une vie relativement tranquille avec beaucoup d'intelligence, des résultats assez intéressants au niveau scolaire. Comment ça peut se faire qu'un orphelin comme vous, qui grandit au sein d'une famille où, ma foi, tout le monde a l'œil sur lui, peut avoir autant de réussite scolaire? Surtout que c'est des parents analphabètes. Bon, la réussite, en fait, on se la projette soi-même. On se dit, il faut que je réussisse dans ma vie. Sinon, je serai écrasé. Et puis, on se demande quel est le principal instrument à utiliser pour cela. Mais c'est l'école. C'est l'école, il faut être studieux à l'école et le reste se produit. Est-ce qu'il y a une sorte de hantise par rapport à la réussite qu'on se dessine pour soi-même, pour son avenir? Il y a une hantise. Pourquoi? Tout jeune, on croit que la perspective vous projette au métier d'enseignant, parce que vous avez eu un maître tout le temps devant vous, et plus tard des professeurs. Vous aimeriez les remplacer demain. Et puis, à nos yeux, c'était toujours des métiers nobles. Le maître, le professeur était l'homme le plus propre, le plus bien habillé, le plus... En fait, il excitait notre envie de réussite. Et puis après, on découvre que le métier d'enseignant n'est pas l'unique. Il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres, et puis qui vous attirent. Vous êtes attiré partout, et puis mais vous choisirez le moment venu, celui qui vous convient, et puis
et vous vous y mettez. Mais dans votre cas, on n'a pas l'impression que c'est vous qui avez choisi, on a l'impression que le choix s'est imposé à vous. Parti d'abord pour être agronome, vous virez en foresterie, et puis je crois que c'est le meilleur choix que vous aviez fait, hein, ministre des forêts pendant 25 ans pratiquement. Voilà. Oui. Je crois que c'est le meilleur choix, mais il me semble que le choix s'est imposé à vous plutôt que vous l'aviez fait. Je l'ai fait en même temps qu'il me courtisait. Il a fallu qu'il me courtise bien pour que j'accepte et que je choisisse. 25 ans de vie dans le gouvernement, sinon un peu plus, ça doit être épuisant, fatigant, routinier, non? Non. Ah oui? C'est pas routinier, c'est pas fatigant parce que il y a tellement de défis à relever dans un domaine qu'il faut rester en éveil, qu'il faut être attentif à toutes les évolutions, qu'il faut chercher à relever les défis les uns après les autres. Et puis ça ne finit pas. Ça ne finit pas, on croit avoir atteint le meilleur, mais devant il y a encore d'autres enjeux et d'autres défis qui nous appellent à l'action. Je parle de l'action. Mais la réflexion doit précéder l'action. Et ainsi, vous réussirez ce que vous ferez. C'est quoi votre secret pour cette longévité-là au sein du gouvernement? Quand on sait que ça va très vite en Afrique. Bon, moi je pense que la loyauté, la disponibilité, la probité morale, l'amour de ce que l'on fait, la connaissance des dossiers, et puis la sincérité dans les débats, dans les propositions, dans les échanges, dans tout ce que nous faisons compte beaucoup. Et les autres, cela ne passe pas inaperçu aux yeux des autres, surtout de vos chefs. Et je pense que on aurait beaucoup à tirer d'une telle expérience en se disant toujours que nous devons nous améliorer chaque fois. C'est ça qui permet justement de tenir pendant 25 ans. Bah oui, si vous êtes apprécié, on vous garde. Quand vous regardez un peu dans le rétroviseur aujourd'hui, avec la distance que cela vous permet, vous vous voyez certainement toujours ministre. Comment est-ce que vous aviez conduit un certain nombre de dossiers? Vous êtes-il déjà arrivé des regrets ou peut-être des passions, des admirations pour vous-même, pour la personne que vous aviez été, le ministre que vous aviez été? Non, il y a tout. Il y a des regrets, mais aussi des félicitations, des succès que l'on reconnaît. Les difficultés sont énormes parce qu'on n'est pas seul, on n'opère pas seul. Et votre action est liée à celle des autres. Si les autres ne vous portent pas et ne soutiennent pas ce que vous faites, votre action est vouée à échec. C'est clair. D'office à échec. Alors, c'est une grande négociation. C'est des abords compliqués pour obtenir toujours la collaboration des autres, les moyens qu'il faut pour réaliser l'objectif et se propulser. Quels sont vos succès Ce n'est pas facile. À votre avis? Bon, je pense que partout où je suis passé, j'ai mis en place des politiques, j'ai mis en œuvre ces politiques avec des stratégies appropriées. Et puis, bon, peut-être au dernier moment, au niveau de l'agriculture, j'ai mis en place tout cela, mais je n'ai pas pu mettre en œuvre parce que nous sommes très vite tombés en période de crise financière et on a eu comme l'impression que tous les bras étaient coupés, au tombant, baissés. Tous les bras étaient baissés
on ne savait pas à quel sein se vouer. Alors, bon, c'est tout, mais je crois que ce n'est pas mon échec à moi seul, c'est l'échec collectif. Si on n'a pas pu avoir les moyens qu'il fallait pour réaliser la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays, à partir des programmes que nous avions mis en place. Donc, oui, c'est un échec relatif, mais nous avons laissé les politiques, les stratégies, les études et beaucoup de choses qui permettaient de démarrer une politique agricole permettant justement d'accroître la production, de limiter les importations, parce que nous importons énormément de produits alimentaires, de créer un minimum de conditions de richesse en milieu rural. Et tout cela existe. Et pourvu que ceux qui nous ont succédé puissent continuer la marche qui a été déjà bien définie. Alors, quand on a été ministre, on sait qu'en Afrique, les postes politiques, ça paye beaucoup. Hein. Surtout quand on est ministre, on gagne beaucoup, on a toujours quelques admirateurs qui veulent toujours vous accompagner, etc. Quand on a été ministre, plus de 25 ans, c'est sûr qu'on a amassé beaucoup d'argent. Seulement, en tout cas, il y a cette... je ne vais pas parler de mythe, il y a quand même cette rumeur autour de la grosse fortune de Monsieur Diombo. Bon, vous savez, je pense qu'il y a trop de mythes, mais surtout de légendes qui se tissent autour de la richesse des hommes politiques. Peut-être pas de tous, mais si certaines légendes coïncident avec la réalité, je ne crois pas que ce soit le cas chez moi. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, ma longévité est due au fait que j'ai fait preuve de probité morale, de capacité, de loyauté. Voilà, et de sincérité toujours. Oui, mais vous n'êtes pas sorti du gouvernement comme un rat sortirait de l'église. Vous avez dû... Non, suivez d'abord. Donc, je dis, c'est cela qui a justifié la longévité. Maintenant, si on pouvait parler des revenus que je tirais ou de ma rémunération à proprement parler, est-ce qu'elle était suffisante pour me retenir à ce poste-là? Je ne crois pas. Beaucoup de membres du gouvernement en Afrique ne gagnent pas beaucoup. Ah bon? Par rapport à ce qu'en dit l'opinion. Non, je ne crois pas. Pas beaucoup. Oui, mais on t'a souvent et parfois on a honte même. On a honte d'afficher le salaire. Parfois on a honte d'afficher le salaire. Bien. Je ne crois pas que ce que j'ai gagné a été à la hauteur de ma rémunération, de la rémunération de mon effort. Mais on n'a pas besoin de tout cela parce que nous sommes engagés pour la construction nationale depuis notre jeunesse. Et donc, on se sacrifie, on s'adonne à la tâche. Et contre vents et marées, nous devons nous engager résolument. Et nous nous sommes engagés. Alors, en ce qui concerne le salaire, donc c'est pas le salaire qui enrichirait un ministre. Oui, il y a d'autres voies. Les marchés passés par ici, les hommes d'affaires qui veulent avoir. Exactement. Voilà. Oui, cela peut être, mais ça dépend de qui, parce que les hommes d'affaires connaissent aussi les hommes, la pratique des hommes. On ne vous proposera pas n'importe quoi quand on vous connaît intransigeant. Et c'est exact. Je pense que bon, je n'ai pas à me justifier, à m'expliquer, parce que les mauvaises consciences, les mauvaises langues ne croiront jamais, puisque elles ont passé la plupart du temps à
m'affubler d'étiquettes sordides même sur ce plan, prétendant que j'étais multimilliardaire, et ainsi de suite. Et quand on demande mais multimilliardaire, à partir de quoi? Oh, mais l'argent du bois, donc c'est moi qui enregistre. Donc voilà, donc les bois que les sociétés produisent, l'argent passe par mes comptes, par ma poche. C'est faire preuve vraiment de, je sais pas, d'illettrisme dans ce domaine. Je vois que ça vous agace, cette opinion qui est répandue. Oui, mais c'est pour rien. Il doit avoir un plaisir que les gens vous voient comme un homme riche et aisé, non? Vous croyez qu'il y a toujours un plaisir à voir des gens riches? Ah bon, il y a un risque? Mais non, les gens, il y a des gens qui vous haïssent parce que vous êtes riche. Et vous serez envahi toujours, comme tous les hommes politiques d'ailleurs, pour satisfaire les besoins des uns et des autres, parce que vous êtes censé être riche. Bon, mais quand vous dépensez pour donner le peu que vous avez, mais par générosité, et que l'on ne reconnaisse pas la valeur du geste que vous posez, voyez-vous, ça dérange et ça fait poser des questions. On se demande même s'il faut continuer à être généreux envers des gens qui ne sont pas reconnaissants. J'ai lu quelques ouvrages d'Henri Djambo et l'impression qui se dégage, en tout cas dans la plupart de ses fictions, autour des personnages principaux, c'est ce sentiment de l'homme un peu acculé, harcelé. D'ailleurs, même c'est sorti dans vos propos, un homme politique, il est envahi, il est trop sollicité. Et même, je le découvre encore dans ce livre où on a l'impression que vous êtes étouffé par, je dois dire, l'attitude des hommes, peut-être le comportement, etc. Comment est-ce que ça peut s'expliquer que vous vous sentez tout le temps comme acculé? Quand vous ouvrez vos portes, vous le sentirez. Ah oui? Oui. Ouvrez les portes, vous verrez, vous serez acculé, mais acculé. Je sais que beaucoup de gens ferment les portes, mais ce n'est pas une bonne attitude non plus. Bien, alors ce que vous dites transpire d'une certaine opinion qui prétend que j'aurais pris de l'argent du bois. Bon, très bien, on peut dire tout ce qu'on veut, mais quelle est la preuve que j'aurais pris de l'argent du bois? Les taxes, les impôts et tout le reste sont payés au trésor public. Ce n'est pas à mon domicile ni à mon bureau. Et il n'y a que ça qui lie les sociétés forestières à l'État congolais. Donc je ne m'approprie pas les recettes de l'État issues de la forêt. Je ne me suis jamais approprié ça. Et si j'avais osé le faire, j'aurais pu être dénoncé, pas par la rumeur, une rumeur insidieuse, mais par les faits, par une enquête financière, parce que nous avons passé beaucoup d'inspections financières, de contrôle financier, qui auraient pu détecter qu'on était en train de détourner de l'argent. Mais comment? Mettons, j'ai mis 25 ans quand même aux forêts, et 5 ans à l'agriculture. Mais qu'on me sorte les dossiers de détournement d'argent, il n'y en aura pas. Mais votre intervieweur dit quelque chose à la page 75. Dans un rapport d'enquête d'une ONG internationale, vous aviez été accusé de corruption dans l'attribution des concessions forestières à une société chinoise. Oui. Et la suite? La question c'est, quelle est votre responsabilité justement? Vous dites aucune, je m'en souviens fort bien, comme dans le livre Chine-Afrique rédigé auparavant par 2 journalistes français. L'enquête s'en prend rageusement, à tort et à travers aux capitaux chinois, aux pays africains, au secteur où ils opèrent, en regret peut-être de la perte de précaré et de leadership de l'Occident dans un environnement qu'il protégeait jadis. Pensez que vous êtes victime aussi, non seulement de vos compatriotes, mais aussi d'acteurs à l'international? Les acteurs internationaux sont en rapport avec les acteurs nationaux. Ah oui, hein? Oui.
on peut orienter une enquête sur toi et puis et ça se fait, on dit non, c'est l'étranger qui a fait, que c'est pas... Il est neutre, etc. Bon, et puis après, les informations qu'on veut donner ne dépendent que de vos détracteurs. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on produise? Et j'ai dit que cette affaire était un montage grossier. Et ça vous a atteint psychologiquement? Non, non, parce que c'est cousu de fil blanc. Je vous dis ceci. C'est un rapport de, je sais plus, 2017. J'ai quitté le ministère en 2015. Mais le rapport écrit en mars 2017 ne parle que de la période de 2013 à 2015. Mais il y a 2 années encore qui suivent et qui auraient pu être aussi explorées. Mais pourquoi ça n'a pas été exploré? Et ensuite, tout ce qui est dit est faux, parce que j'ai remonté les choses pour comprendre et j'ai su comment ça s'est passé. Un coup bas politique alors? Eh bien voilà, coup bas politique. Alors, la conférence nationale souveraine, j'aimerais bien qu'on en parle. Vous aviez joué un rôle. Aujourd'hui, avec le recul, ce que vous aviez fait, comment vous lisez votre action? Participant à la conférence nationale, j'ai eu mon opinion sur la conférence, sur tout ce que... Mais enfin, il fallait peut-être passer par là, mais on n'était pas obligé de passer par là. Ah oui? Oui, pour apporter les transformations nécessaires au pays. Au contraire, celles qui sont arrivées ont désorienté totalement le destin du pays. Si avant on respectait la chose publique, si avant on luttait contre ce que nous appelons les antivaleurs, que les gens avaient peur de la sanction, avaient peur de la prison. Aujourd'hui, plus personne n'a peur de rien. À partir de la conférence nationale, déjà le domaine public a été totalement occupé par des volontés personnelles qui se sont hissées au-dessus de l'État. Voyez-vous, c'est grave ce qui s'est passé. On ne peut... L'intolérance a grandi dans la société, l'impunité s'est développée sous le couvert de la démocratie. Tu ne peux pas sanctionner quelqu'un, attention, c'est la démocratie. Tu ne peux pas, on va te dire non, fais attention, c'est le parent d'eux, c'est ainsi une relation de quelqu'un d'autre. Bon, avec ça, les administrations ont changé. De méthode, de technique de travail. Et du coup, on est envahi par des mauvaises méthodes, par de mauvaises pratiques. Et la criminalité est croissante à cause de la conférence nationale. Ah oui? Ah oui. Vous faites un lien direct absolument, absolument, parce que c'est elle qui a mis par terre le monopartisme, qui était le socle de tout ce qui se passait, de la vie nationale, du pouvoir politique pour gérer le peuple. Et cela se passait avec beaucoup de bonheur. Le premier détournement d'argent public a été opéré en 1972 à la caisse d'épargne pour une somme de 100 millions de francs CFA. Et c'était grave. Disons, le délinquant a passé toute sa vie en prison et en est mort. Pour vous dire qu'aujourd'hui, si c'était pour 100 millions, il ne serait pas en prison peut-être. Voyez-vous, c'est la conférence nationale. Vous regrettez le monopartisme?
tout le monde le regrette. Ah oui? Tout le monde, vous ne pas parler au nom de tout le monde. Il y a, nous, enfants de la démocratie, on veut bien garder notre démocratie. Non, bon, les jeunes qui sont nés plus tard, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils introduisent le désordre sous le couvert de la démocratie. Mais ils sont... les valeurs que l'on défendait aujourd'hui sont totalement perdues. Est-ce que ce n'est pas un problème plutôt d'éducation? L'état dans lequel les écoles sont en Afrique qui détermine justement l'attitude des jeunes Africains? Mais certainement, mais l'état des écoles aussi, c'est dégradé à partir des conférences nationales. C'est ça. Ah oui. Alors, parlons un peu de votre œuvre littéraire. C'est vrai que le temps il est parti. Je vois de grands signes déjà de mon technicien. J'avais commencé à l'évoquer, vos personnages qui sont, semble-t-il, acculés. Vous avez, en tout cas quand je lis cet ouvrage, vous avez une peur, en tout cas une gêne à aider les gens parce que la crainte est là qu'ils en abusent. La crainte est là qu'ils parfois passent dans votre dos et vous poignardent. Pourquoi est-ce qu'il y a ce sentiment de méfiance que vous avez vis-à-vis des hommes? Il faut aider les hommes. Il faut les aider jusqu'à ne plus aider ceux qui vous poignardent. Et vous ne savez pas qui vous poignardera demain. Alors comment on fait? Bien, voilà, il faut simplement observer, savoir décider, et c'est tout. Ah, c'est pas facile, hein? Ouais. Vous êtes très taciturne sur cette question-là. Alors, est-ce que Henri Djombo veut arrêter d'écrire? Non. Non. Quels sont ses projets actuellement? Actuellement, j'ai 3 pièces de théâtre qui vont être bientôt éditées. Vous touchez à tout, hein? Roman, nouvelles, le théâtre. J'ai l'impression que la retraite vous va mieux que la vie politique. Mais non, j'ai écrit pendant la vie politique et mais professionnelle. Pas aussi, de façon aussi rapprochée. Il y a eu des périodes où j'ai été très prolixe. Ok. Oui, où j'ai sorti 2 livres en 1 an. Il y a eu des moments comme ça. Et comment vous dégagez le temps d'écrire avec toutes vos charges? On n'a même pas parlé de votre vie familiale. Il y a tout cela qui est très exigeant et pourtant vous dégagez un bout de temps pour écrire. Ben oui, il faut écrire parce que on est comme appelé chaque fois par des sujets qui vous préoccupent, des sujets sur lesquels vous ne cessez de penser et puis finalement vous dites, mais à force de penser, de réfléchir, de se taire, on se fait du mal. Ah ouais? On se fait du mal, il faut savoir dégager ce qui peut vous gêner pour mieux se porter. Et on finit par écrire. Mais on n'écrit pas que parce qu'on a mal, mais on écrit aussi par plaisir. Parce qu'il y a des choses heureuses que l'on veut dire aux autres, qu'on veut partager avec les autres. Et puis ces choses-là arrivent, on ne les appelle pas, elles arrivent à vous. Il ne faut pas les chasser. Est-ce que Henri Djombo ne s'est pas réfugié derrière la plume pour dire peut-être ce qu'il ne peut pas dire? On le connaît un peu refermé sur lui-même, ce qu'il ne peut pas peut-être dire pendant qu'il était au gouvernement. Il saisit sa plume, il se cache derrière et il dit. Non, je ne dis pas de mauvaises choses dans mon écriture. Oui, ça c'est clair. Oui, je ne dis pas de mauvaises choses et je ne manque pas de courage pour dire et écrire ce que je veux, quelle que soit la tribune. Et donc, on me connaît pour mon franc-parler, mais dans le livre, je vais être très modéré. Ça, c'est clair, on peut s'en rendre compte. Tout à fait. Oui. Voilà. Bon. Mais dans le livre, j'utilise la fiction. Et la fiction, une fiction positive. Avec un certain degré de dénonciation, mais aussi avec l'obligation de construction.
il faut construire l'avenir. Donc on ne peut pas se limiter à la critique. Il faut proposer des solutions pour sortir de l'ornière. Et c'est ça que nous, intellectuels, devrions faire, toujours. Bon, donc ma littérature est critique, certes, mais elle est surtout... J'ai envie de poser une question sur votre vie familiale. Je m'en voudrais de ne pas la poser. J'ai remarqué, en tout cas pour les premiers intellectuels africains, ceux qui sont partis étudier en Europe, en Occident, qu'ils nous sont revenus pour la plupart d'entre eux, avec une femme blanche. C'est votre cas aussi. Il y en a aussi qui, malgré qu'ils soient revenus avec une femme blanche, ont quand même pris le temps d'en épouser une autre noire de peau comme eux. Votre cas aussi. Comment est-ce qu'on peut s'expliquer cette imbrication, cette difficulté de choix? Il n'y a pas de difficulté de choix, on choisit une fois. Oui. Regardez, on se marie, moi je me suis marié à 25 ans, mais j'étais déjà adulte. À ce moment-là, je savais ce que je voulais. J'avais une amie avec qui on a passé un bon moment ensemble, peut-être 3 ou 4 ans. Je l'ai étudiée, j'ai vu qui elle était, et puis je pensais que c'était une compagne de ma vie. Et nous nous sommes mariés sans tenir compte de la couleur de la peau. J'aurais pu me marier avec une Congolaise, mais c'est vrai, plus jeune encore, j'avais une fiancée. Il a suffi que je passe 2 ans à l'étranger pour qu'elle me trahisse et qu'elle fasse des enfants. Donc vous avez choisi aussi de faire... Non, je n'ai pas choisi de faire. Je dis simplement que j'ai décidé à ce moment-là de me marier avec une personne que je connaissais mieux. Et qui vous convenait. Et qui me convenait. Et puis c'était une belle femme, une belle fille. En plus. Voilà. Félicitations. Voilà. On va décrocher son cœur. Mais comment se fait-il que, de retour au Congo, un autre cœur vous a plu? Lequel? Non. Ah oui? Non. Non, il y a eu des cœurs qui vont plus, qui vous ébranlent parfois parce qu'on croit dans la vie que on a trouvé le meilleur pour soi, mais c'est pas vrai. Au fur et à mesure qu'on avance, les yeux s'ouvrent sur une autre perspective, sur quelque chose de différent qui vous attire. Et puis bon, on peut aller loin. Seulement, il y a des limites à tout. J'ai promis de me marier une fois dans ma vie. Donc je ne peux pas me remarier avec d'autres femmes. Il y en a qui, je peux dire, sacrent leur vie ou vendent leur vie familiale au profit de leur engagement politique ou de leur carrière politique. Comment vous avez fait l'équilibre? Moi, je suis un homme de caractère aussi. Ben oui, je ne prostitue pas. Je reste fidèle, constant à mes idées, à mes actions, à mes projets. Je reste constant. Voilà, il est difficile de vous distraire. De me bousculer. C'est difficile de me bousculer. Si je crois en vous, je crois en vous. Si nous partageons des valeurs, nous les partagerons le plus loin possible. C'est ça. Mais si vous me trahissez, bon, je comprendrai que dans la vie, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas que des hommes. Il n'y a pas d'amitié éternelle. Il n'y a pas que des hommes. Et que l'amitié est simplement conjoncturelle en fonction des circonstances. Encore votre façon de voir les hommes. Henri Djombo, merci beaucoup d'être passé sur mon plateau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qu'on peut aborder. 26 minutes, ça passe très vite. On est même allé au-delà de ces minutes-là. Non, c'est sûr. Merci beaucoup d'être resté à notre disposition pour échanger un peu autour de votre vie. Ce que dira de nous demain, c'est votre dernière production. En attendant donc les pièces de théâtre que vous aviez annoncées, je vous souhaite très bonne chance d'ailleurs, en attendant de les avoir et de les lire, parce qu'il est toujours intéressant de vous lire. Vous avez toujours une question à poser autour de l'homme, de son destin, de son vécu, de son comportement, de sa nature. Merci encore une fois d'être passé sur mon plateau. Merci également. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Vous passez un excellent...